Donc pour Vue d'ici, je me trouve dans les locaux des Anthropologues, d'une compagnie de théâtre de rue. On va en parler un petit peu plus. C'est Nicolas Saulois qui est directeur artistique, metteur en scène, qui va nous en dire un petit peu plus. Et puis on est aussi avec Pinocchio. Bonjour Nicolas. Bonjour. Parle-nous d'abord un petit peu des Anthropologues. Qu'est-ce que c'est exactement cette compagnie? Depuis quand ça existe? Alors les Anthropologues, c'est une compagnie de spectacle de rue qui a été créée à Montreuil en 1999. On fête cette année nos 22 ans d'existence. Et on s'est appelé comme ça parce que beaucoup de nos projets tournaient avaient pour cœur l'humain. Et comment les humains entrent en relation entre eux, comment on vit en société. Voilà, et donc on fait des spectacles de rue, on travaille beaucoup dans l'espace public, ça s'appelle les spectacles de rue et de l'espace public, parce qu'on travaille dans des parcs et jardins, on travaille dans des espaces qui ne sont pas forcément dédiés au spectacle. On travaille notamment sur Montreuil avec divers quartiers. On a dirigé le théâtre de la Noue, et puis là on a retrouvé depuis quelques années notre mobilité géographique, et du coup on travaille sur des projets en lien avec les différents quartiers de Montreuil. Pendant combien d'années le théâtre de la Noue? On a géré le théâtre de la Noue pendant 4 ans. Ouais. C'est-à-dire jusqu'à dernièrement là? Jusqu'à fin 2018. On en a assuré la programmation et puis on a monté pas mal d'événements dans l'espace public avec les habitants. Un ou deux exemples de ce que vous avez fait? À la Noue, par exemple, on avait fait un spectacle. Alors, on a créé donc 4 temps dans l'espace public. Théâtre de la Noue, un temps pour chaque saison en fait. L'hiver, nous accompagnions la fête de l'hiver. On faisait une grande parade lumineuse qui avait lieu au début des vacances d'hiver, avec des marionnettes géantes, avec de la pyrotechnie et une grande participation des habitants. Et quand on est arrivé au début, on était 30 à cette grande parade et on a terminé, on était 300 à la parade. C'est pas mal. Et vous avez fait quelque chose avec le centre social Espéranto du Morillon et avec Pinocchio. Oui. Alors comment c'est venu cette idée? Alors déjà de faire quelque chose avec Pinocchio, c'est pas courant. Bon, on connaît tous un petit peu l'histoire de Pinocchio. Comment ça s'est passé cette rencontre? Alors au départ, il y a beaucoup de lectures d'enfance et d'adolescence et de jeunes adultes, parmi lesquels il y a des œuvres qui m'ont marqué, que ce soit Alice au Pays des Merveilles, Les Voyages de Gulliver et Les Aventures de Pinocchio notamment. Les Aventures de Pinocchio, qui est un écrit très singulier, parce que au départ c'est un feuilleton, c'est écrit sous forme de feuilleton. On avait commandé à Collodi dans les années 1880 des petites histoires à glisser dans un journal pour enfants. Et donc il a écrit une aventure, puis 2 aventures, puis 3 aventures. Il a fini par faire mourir le personnage parce que ça l'agaçait d'écrire pour les enfants. Il voulait être un vrai écrivain qui écrivait pour les adultes. Et puis à la demande du public, en fait, il a été obligé de poursuivre les aventures de Pinocchio. Et donc Pinocchio, qui mourait au départ pendu au chapitre, au début du livre, en fait, finit par avoir d'autres aventures. Voilà, et tous ces feuilletons regroupés sont devenus le roman de Pinocchio qu'on connaît aujourd'hui. Oui, et puis qui est connu mondialement quand même. Donc il a bien fait de continuer quand même. L'idée de faire un théâtre de rue avec Pinocchio, de faire une web-série à la base, c'est ça? Elle est venue comment? Alors, on a eu envie au départ de monter un spectacle. Parce qu'on avait croisé Pinocchio. Pinocchio, bonjour Pinocchio. Bonjour. Ah, Pinocchio. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Ouais. On avait rencontré son papa. Comment s'appelle ton papa déjà? Mon papa, ça s'appelle Geppetto. Il est italien. Qu'est-ce qu'il fait comme travail, Geppetto? Et lui, il est pauvre. C'est son travail? Oui, il est pauvre, oui. Et toi, tu vas à l'école? Oui, moi, je vais à l'école. J'y vais à l'école primaire et je suis en CM2. Ah, c'est bien. Oui, je suis grande maintenant. Et tu travailles bien à l'école? Oui, j'adore l'école. J'adore lire et j'ai aussi un ami, et donc j'adore parce que je les vois aussi à l'école, et qu'il s'appelle Lucignolo. La Luciole. Il est un peu plus grand que moi, oui. Bon, déjà, et donc voilà, on a rencontré cette famille, Geppetto, Pinocchio, et on a été touchés par leurs aventures parce que, en fait, dans les années 1880, la crise économique que venait de subir l'Italie, qui a poussé beaucoup d'Italiens à partir, ressemblait beaucoup à la crise économique qu'on a vécue récemment en France, et qui a plongé nombre de personnes dans la misère. Et on avait envie de faire un écho et de montrer aussi comment, dans la littérature, de raconter comment cette histoire qui m'a touché quand j'étais gamin et qui a touché beaucoup d'autres personnes, comment
comment en fait elle porte des éléments qu'on retrouve aujourd'hui dans nos propres aventures humaines autour de la crise économique. Et donc on a actualisé les personnages, on a cherché des costumes qui pouvaient correspondre. Voilà, par exemple Geppetto porte un bleu de travail, c'est un personnage maintenant des années 2000. Et voilà, et donc on a monté ce spectacle pour les parcs et jardins au départ en collaboration avec le département de l'Oise. Et puis un jour on s'est dit ça serait quand même pas mal de faire un spectacle avec que Pinocchio, le chat et le renard, qui sont deux compères de Pinocchio qui le croisent régulièrement dans ses aventures. Et puis on était parti prendre des photographies au Bel Air pour préparer un dossier pour ce spectacle. Et puis là, les habitants nous ont demandé si on tournait un film. Ouais. Et il y avait des ados qui étaient là, qui nous disaient « Mais vous faites de la vidéo ?» Et là, on s'est dit « Tiens, ça serait peut-être intéressant de réaliser quelque chose autour de Pinocchio. » Et donc, l'idée nous est venue au départ de faire une web-série qui raconterait les aventures contemporaines de Pinocchio. Et alors, qu'est-ce qui a attiré les gens à vous poser des questions ? Pinocchio était déjà là ? Pinocchio était avec nous. Alors, ce qui est assez saisissant, en fait, c'est que les costumes, comme c'est les costumes d'aujourd'hui, les masques, parce que le chat et le renard sont masqués, ont fait qu'il y avait une évidence de proximité avec les habitants. Autant on a eu des personnages de clowns, les gens seraient peut-être partis en courant en s'attendant à une farce décalée, mais il n'y a pas eu du tout cette relation-là avec les habitants au Bel Air, et là on s'est dit, mais il y a vraiment quelque chose à développer au niveau d'un film. Et donc le challenge, c'était de faire se rencontrer des personnages de fiction avec des vraies personnes, et de faire partager un vécu commun. Et on devait faire le lien entre ces deux crises sociales. Voilà. Parce qu'en fait, comme Collodi a déjà écrit sur ça, lui, il en a tiré il a un peu synthétisé aussi ce qu'était une crise sociale et humaine. Nous, on est en plein dedans, on en sort à peine. Là, du coup, on a subi la crise sanitaire derrière. Et crise sanitaire qui a eu un impact fort sur notre projet, puisqu'on devait faire l'ouverture, le lancement du projet lors de la fête de la ville 2020. Ouais, la fête de la ville de Montreuil 2020 qui n'a pas eu lieu, effectivement. Annulée en raison du Covid. Voilà. Et là-dessus, le centre social Espéranto nous contacte en nous disant nous avons pour projet de renouveler notre projet social et on voudrait organiser un événement un petit peu différent parce que on en a marre d'être entre quatre murs. Au niveau sanitaire, c'était pas très simple. Comment vous les avez rencontrés ? Parce que là, tu nous parlais du Bel Air. Oui, alors. Que vous avez été interpellé par des habitants du Bel Air. Oui, voilà, parce qu'en fait, on a une salle de répétition où on travaille au Bel Air. Donc, du coup, quand on va tester nos personnages, on les teste en extérieur. Donc, on sort dans la rue avec les personnages. On répète un petit peu dans la salle, puis après, on sort les personnages. Mais du coup, ça faisait 2-3 ans qu'on travaillait avec le Morillon. Les habitants étaient déjà venus voir une des fameuses fêtes de l'hiver, la dernière qu'on a faite à Lannou. Et donc, on avait déjà tissé des passerelles. L'année d'avant, on avait travaillé sur un gros projet avec des marionnettes géantes fabriquées par les habitants, avec trois scénarios, parce qu'il y avait 3 spectacles dans 3 quartiers différents, au Bel Air, au Morillon et à Lannou. Et on a... pour des raisons d'affinité, va continuer à travailler avec le Morillon. Et là, donc, le centre Espéranto nous a sollicité pour imaginer une autre façon de présenter, de faire le bilan avec les habitants de ce qu'était le projet social, quelle place avait un centre social dans le quartier et ce qu'ils attendaient dans les 4 années à venir. Et ça, cette rencontre, c'était quand ? Et donc cette rencontre s'est faite, on a été sollicité au mois de mai-juin 2020. D'accord. Et à cet instant-là, on s'est dit, mais il y a sans doute une passerelle à imaginer entre le lancement qu'on souhaitait faire à la fête de la ville et le projet du centre social. Et du coup, on a laissé de côté l'idée de la web-série. On en a quand même tourné 2 épisodes en tout. Mais au départ, il devait y en avoir au moins 3. Et puis, on est parti sur l'aventure d'un documentaire. Qui consistait à créer une vraie fausse émission de télé dans laquelle on a le chat, l'ami de Pinocchio, l'ami, le chat est peu fréquentable en même temps, mais là, il se trouve que dans le documentaire, c'est une journaliste qui interviewe les habitants,
sur une vraie fausse émission de télé. Et puis en parallèle de cette émission, les habitants se réunissent entre eux et débattent de divers sujets. Voilà. Et on retrouve d'ailleurs Pinocchio dans le documentaire, puisqu'il fait partie des habitants du quartier depuis que Geppetto habite au Morillon. Bah oui, et puis Pinocchio, il parle avec les habitants. Bah oui, j'aime bien. Et j'aime bien voir qu'est-ce qu'ils pensent et oui, et sont mes amis aussi. Et moi, j'ai vu dans le documentaire, parce que j'ai eu cette chance de le voir, on en reparlera un petit peu après, il parle des requins et puis des grillons. Bah, moi je déteste les grillons. Ils font beaucoup de bruit. Après, j'adore les requins. Et aussi les chats. Et les requins sont mes amis. Bon, on voit, hein, le requin, c'est... bon, dans l'histoire originelle, c'est un requin. Dans l'histoire originelle, c'est un requin. Alors après, ça a été transformé en baleine chez Disney. Et donc, du coup, c'est devenu une baleine. Mais à l'origine, c'est un requin. Oui. On se demande si c'est les requins de la finance aux dents longues qui avaient avalé Geppetto. On peut se poser la question. Parce que Geppetto a été avalé par un requin. Voilà. Oui, tout à fait, peut-être. Parce qu'en fait, à cette époque en Italie, il y avait un gros changement. On passait d'une ère plus rurale à une ère industrielle. Et il y a eu un bouleversement des savoir-faire et des gens comme Geppetto, qui étaient au départ menuisiers, se sont retrouvés sans travail. Là-dessus, s'est ajoutée une crise économique lourde, puisque la France était en bisbille avec l'Italie et a arrêté de passer des commandes, et en fait il y a eu un effondrement économique et donc beaucoup de gens se sont retrouvés sur le carreau comme Geppetto voilà. Et ont fui l'Italie et se sont retrouvés en France. Voilà. C'est pour ça qu'on retrouve Geppetto au Morillon, parce qu'il n'avait pas de travail en Italie. Exactement. Et donc Pinocchio arrive dans le quartier du Morillon. Oui, ça me manque un peu la mer, mais il est beau. On est bien aussi ici, oui. Une belle rencontre, en tout cas, ça c'est sûr, une belle rencontre. Les gens ont apprécié. Bon, on va l'entendre tout à l'heure. Et donc mai-juin, cette rencontre avec le centre social. Et comment vous avez travaillé tout le contenu de ce documentaire, cette émission de télé, on va dire. Alors en fait, on a eu plusieurs échanges. Ça s'est construit en partie avec la ville, parce que ce que vous ne verrez pas quand vous entendrez le documentaire, c'est que la toile de fond de l'émission, c'est une photo qui nous a été fournie par les services de la ville, le musée de l'histoire vivante, qui a des fonds photographiques. Donc c'est le quartier du Morillon en construction. Et voilà, c'était l'idée d'imaginer le quartier, qu'est-ce qui va devenir dans 4 ans, quel rôle va y jouer le centre social. Voilà, c'est un peu le reconstruire et le réinventer, donc voilà, d'où cette toile de fond. Donc on a travaillé en partenariat avec le musée de l'histoire vivante, et puis avec tous les animateurs du centre social, on a construit les différentes questions qui pouvaient être abordées par les habitants pour essayer de les ranger dans des grandes thématiques pour pouvoir tenir en fait cette journée de tournage sur une seule journée, pour pouvoir mobiliser les habitants une seule fois. Ouais, ça fait un documentaire qui fait quand même plus de 30 minutes, ce qui est quand même pas mal. Donc une journée assez dense, du coup, en une seule journée vous avez fait. Le tournage s'est fait en une seule journée, donc ça a été en effet une journée pleine. Et très riche. On a été gâtés parce qu'il y avait un temps magnifique, et puis une belle réponse des habitants et de tous âges, parce que c'était ça l'intérêt, c'était à la fois d'avoir des adultes mais aussi des enfants, parce que c'est les adultes de demain, et voilà, c'est pour ça que Pinocchio a la parole mais comme d'autres enfants ont la parole dans le documentaire, parce que voilà, ce sont eux les adultes de demain, et on a besoin de les écouter. Il y a de la sagesse qu'on oublie, voilà. Et vous le verrez, vous l'entendrez dans le documentaire. Il y a des réflexions d'enfants qui sont très pertinentes, qui passent de voilà, il nous faudrait 3 toboggans, 5 balançoires et puis un ophtalmo. Ah oui. Donc, non, mais c'est... Il y a des préoccupations touchantes et fortes, parce qu'il y a une conscience en fait de ce qu'est le monde des adultes et ce qu'est leur univers. Voilà, ils ne sont pas juste préoccupés par le pays des joujoux. Non, oui. Alors le pays des joujoux. Moi, avant qu'on parle du pays des joujoux. Vous êtes déjà parti là-bas ? Non. Ah.
Parce que je sais que Pinocchio, tu veux aller là-bas. Bah oui. Et pourquoi? Mais vous connaissez pas? Bah non, moi je connais pas le pays des Mais Joujou. c'est un pays merveilleux. Mais vraiment, là, on fait des vacances tous les jours. C'est 7 dimanches par semaine. Vous imaginez? Vous vous réveillez demain, et c'est dimanche. Et demain, c'est dimanche. C'est tout le temps dimanche. Et bah oui. Et bah bien. donc, on joue tout le temps. Mais alors du coup, on va plus à l'école. Et après-demain. Ah mais après-demain, c'est dimanche. Et après-demain, alors. Alors on m'a dit que tu vas à l'école. Oui, tu nous l'as dit tout j'adore à l'heure. l'école. Tu vas à l'école. Mais tu vas aussi à l'aide scolaire le soir. Et oui, je vais aller aux devoirs au centre social. Et ça se passe bien? Oui, c'est très bien. Et on parle, on discute, on réfléchit, et on fait nos devoirs. Et comme ça, après, quand on finit, on a le temps pour aller aussi au cinéma. Parce que j'adore les cinémas. Ah bah on a un bon cinéma à Montreuil. On a le meilleur. Oui. On a le meilleur. Nicolas, ça c'est quelque chose qui... l'école, parce que là on vient d'en parler avec Pinocchio, l'école c'est quelque chose d'important dans Pinocchio en fait. Oui, c'est central dans l'œuvre de Collodi. En fait, Collodi vient d'une famille très pauvre. Sa mère faisait le ménage. Et son père est mort quand il était assez jeune. Et en fait, il a réussi, lui, à devenir qui il était, c'est-à-dire un écrivain reconnu, grâce à l'école. Et un de ses grands espoirs, d'ailleurs, c'était que la langue toscane, qui était sa langue maternelle, devienne la langue universelle de l'Italie, parce qu'à l'époque, l'Italie venait tout juste de s'unifier autour d'une république. Oui. Et en fait, sans qu'on le sache, il a écrit... avant d'écrire Pinocchio, il a participé à la rédaction de livres de classe qu'il a rédigés lui, et il a écrit des histoires, et un peu comme un livre que nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont eu, ça dépend des générations, sur l'histoire de deux enfants qui font le tour de France. Il a écrit la même histoire, les histoires en Italie, de Petit Jean, Giannino, et en fait ce Petit Jean fait le tour de l'Italie et raconte ce qu'il voit. Tiens, ici on fait de la vigne, ici on cultive des oliviers, ici il y a un volcan, etc. Et ce livre-là, tous les enfants italiens de l'époque ont appris à lire et à écrire avec ce livre. Et du coup, Carlo Collodi a disséminé la langue de Geppetto, sa langue à lui, dans toute l'Italie. Et ça a contribué à l'unification en fait italienne à travers la langue, et on le sait pas, mais en fait Pinocchio, voilà, c'est un des grands le papa de Pinocchio était un des grands unificateurs de la langue italienne. Ah, c'est une belle histoire, ça, qu'on connaît pas en fait. Non, on connaît pas, et on retrouve du coup dans Geppetto cette façon d'écrire, parce qu'il mélange en fait, nous, on en a la version française, mais en italien il mélange à la fois du patois toscan. Et puis il y a une grande richesse de langage, et en fait c'était déjà présent dans les ouvrages précédents qu'il avait écrits, et les petits Italiens ont eu la chance d'apprendre à écrire et à lire avec cette langue, et donc ça fait des émules. Et l'Italie telle qu'elle est aujourd'hui, la langue qu'elle parle, mais en fait elle parle le Pinocchio couramment. Ça c'est bon. Merci Nicolas pour cette partie historique, c'est super. Moi, je voudrais revenir du coup à ce documentaire qui est à la base donc une vidéo. Là, on va l'entendre juste après notre entretien. Les auditrices et les auditeurs auront l'occasion de pouvoir l'écouter, et ça se retranscrit très très bien à la radio. Ça passe très très bien, surtout avec Pinocchio. Merci. Et cette vidéo, comment est-ce qu'on peut la voir pour l'instant, ou on la verra plus tard? Est-ce qu'il y a d'autres choses par la suite? Alors, on est en attente là, donc, de cette reprise dans les cinémas. On va organiser prochainement, sans doute à la rentrée, une projection au Méliès, au cinéma Le Méliès, parce qu'à la suite de ce premier documentaire, nous avons tourné un deuxième documentaire à la demande du centre social, où là, les habitants ont davantage la parole, parce que dans le documentaire, comme vous allez le voir, il y a les animateurs sociaux qui sont présents, et donc c'est une sorte de dialogue en fait entre les habitants et
et les animateurs sociaux. Là, il y a plus la parole aux habitants et on découvre plus le quartier. On a filmé dans le quartier, alors que le premier film se passe à l'orée du parc, qui est le parc en haut du parc Montreux. Et du coup, on va faire une journée, un temps de projection dans lequel il y aura les 2 documentaires qui durent une trentaine de minutes, et puis les 2 courts-métrages de la web-série. Le premier épisode dans lequel on découvre comment Geppetto a eu l'idée de fabriquer Pinocchio grâce à Pôle emploi. Et dans le deuxième épisode, on découvre comment Pinocchio et Lucignolo se sont retrouvés dans le sas de sécurité du cinéma parce qu'ils ont voulu entrer par la sortie de secours. Ah, c'est pas bien ça, Pinocchio, c'est pas bien. Et est-ce qu'on te verra Pinocchio quand il y aura cette présentation au Méliès ? Peut-être oui. Moi j'adore être là et toujours avec mes amis les habitants, donc je veux pas perdre l'occasion. C'est sûr que je vais être là. Bon, c'est pas le monde des joujoux, mais c'est pas le pays des joujoux. On peut l'imaginer aussi peut-être. Ouais, je sais pas. Moi j'essaye en tout cas. Bon, c'est pas mal. On a une date pour cette... en fait, non, pour l'instant, la date n'est pas encore posée parce qu'on attendait le. Ça devient compliqué, c'est cette compliqué. crise avec la reprise. En fait, là, il y a eu une première vague où c'est le cinéma d'auteur plus qui a pris sa place. Il y a les blockbusters qui vont arriver quand le nombre de places va réouvrir. Donc en fait, voilà, il faut que ça se cale. Et puis après, il y a toute la rentrée cinéma. Donc voilà, on essaiera de trouver le créneau adapté. En tout cas, ça ne sera pas avant cet été. Ça ne sera pas avant cet été. Ça sera à la rentrée. On aura éventuellement l'occasion de se recroiser pour en parler. Oui, et puis peut-être qu'on sera présent. Ouais. On sera peut-être là pour venir faire un petit reportage. Voilà, faire un petit complément de cette rencontre d'aujourd'hui. Merci Nicolas pour cet entretien et toutes ces explications très intéressantes sur l'histoire en plus de l'Italie et puis cette histoire de Pinocchio sur le quartier du Morillon. J'espère qu'on va se revoir bientôt, Pinocchio. Oui, moi aussi j'espère. Je suis très contente de vous rencontrer déjà. Ah oui, nous aussi, on est très contents. Très content de te voir et de pouvoir te rencontrer et de discuter avec toi. Encore un petit mot sur les habitants du Morillon. Comment tu as apprécié les discussions avec eux ? Est-ce qu'ils ont été gentils ou pas, quoi ? Oui, ils étaient très gentils. Moi, j'ai parlé avec tout le monde, avec les habitants, avec des plus grands, des plus petits, des gens qui est dans la même classe, aussi à CM2. Avec eux, je parle plus souvent, mais et c'était très bien. Et on a joué aussi. C'était une expérience magnifique. Parler, communiquer, jouer, rigoler, tout en même temps. Bon, et puis il n'y avait pas de grillons. Non, pas de grillons. Ça suffit avec ça. Moi, j'adore les requins, c'est clair. Ah, mais là, il n'y a pas de requins non plus. Oui. Ça. Mais heureusement, il avait mes amis. On va l'entendre. On va passer tout de suite ce documentaire que vous avez réalisé l'année dernière, au mois de juillet. C'est ça, juillet 2020. On va l'écouter maintenant. Merci Nicolas, merci Pinocchio. Merci aussi. Et merci Alison qui m'avait contacté pour qu'on puisse se rencontrer. À bientôt. Bon film. Merci. Merci. Bonjour, Montreux! Est-ce que vous êtes là? Vous êtes les acteurs de votre quartier. Bienvenue à cette journée spéciale avec une invitée de prestige. La directrice du centre social Esperanto, j'ai nommé Kajidia Toukouré. Un tonnerre d'applaudissements. Alors tout d'abord, bonjour à tous et à tous d'avoir répondu présent à cette invitation. Donc c'est un temps très important pour le centre social parce qu'on renouvelle notre projet. Et renouveler le projet, c'est remettre à plat toutes les actions et tous les projets que nous avons mis en place pendant 3 ans. Donc aujourd'hui, vous êtes les acteurs de ce qu'on va pouvoir construire ensemble pour demain, pour les 4 prochaines années. Donc chers acteurs, chères actrices, je vous demande de prendre ce temps-là comme une opportunité de proposer ou de mettre à plat vos préoccupations. Vos préoccupations sont
la priorité de l'équipe du centre social Espéranto. Tout ça pour vous dire que seul on va vite. Nous, on a décidé de vous associer parce qu'on sait qu'avec vous à nos côtés, on va aller loin. Beau temps de réflexion et on compte sur vous pour que vous soyez force de proposition pour que le centre social soit en capacité de mettre en œuvre des actions qui répondent à vos besoins. Merci. Merci Calzidia. Je ne l'aurais pas mieux dit moi-même. On va maintenant vous séparer en plusieurs groupes. Autrement dit, suivez vos référents, soyez bons, soyez inventifs, on compte sur vous. Si je devais choisir un mot pour déterminer la place du centre social sur la place Le Morillon, je dirais que c'est un incubateur. Un incubateur, c'est un lieu central qui fédère, qui partage et qui construit avec les habitants. Donc la place du centre social sur le quartier, je pense qu'aujourd'hui, elle est primordiale, elle est essentielle. Elle permet d'accompagner, de soutenir, mais pas que. On est aussi là pour porter la voix des habitants. En tout cas, c'est un espace qui permet de mettre en mouvement, de mettre en connexion des personnes qui ne se seraient peut-être jamais rencontrées si ce lieu n'existait pas. Il permet de remettre l'habitant au cœur d'un quartier, d'un territoire, d'une ville. Ce centre social va être, déjà on appelle ça un équipement de proximité, c'est quelque chose qui est hyper important. On est vraiment implanté au cœur d'une place, on est visible par tous ici sur ce quartier. On va être un relais entre les habitants et les institutions. On va porter leurs demandes, porter leurs besoins vers d'autres institutions. On est là aussi pour orienter, donc accueillir les demandes et orienter les personnes, leur donner du poids, leur donner de la force pour élever cette voix qui n'est pas souvent entendue au plus haut. Nous, notre travail, c'est de faire en sorte que les liens entre les habitants soient beaucoup plus sereins, se fassent de façon beaucoup plus naturelle et que finalement, que les habitants comprennent que sans eux, finalement, rien ne se fait. L'accompagnement à la scolarité, c'est un atout sur le quartier parce que ça aide les enfants du collège à avoir du soutien scolaire après l'école au lieu de traîner dehors. Primaire, pas collège. Des sorties à bas prix, parce que toutes les sorties au centre social elles sont à 2 €. À la SMG, ils sont pas plus de 10 €, je pense, je sais pas, je suis jamais allée. Mais c'est pas cher, c'est des sorties pas très chères, du coup ça nous permet de sortir en dehors du quartier. La bibliothèque qui permet aux enfants de se divertir. Bon, moi j'y vais pas trop, mais c'est bien. Et la ville de Montreuil, le quartier Ruffin-Morillon, ils ont 3 écoles primaires, 3 maternelles et 2 collèges, un privé et un public. Et les sorties intergénérationnelles aussi, c'est des sorties qui permettent de se mélanger entre les jeunes et les plus âgés. Alors le projet social, depuis que je suis à Espéranto, c'est toujours coécrit avec les habitants, parce qu'on part du principe que, en tant que professionnel, on n'habite pas forcément le quartier et qu'on n'est pas les mieux placés pour connaître les besoins du quartier et les demandes des habitants. Donc c'est très important pour nous d'être en contact et en collaboration avec eux. Le rôle, c'est qu'ils prennent une part active dans la vie de leur quartier, dans le projet de leur centre social et de mettre en œuvre leur pouvoir d'agir sur le quartier et sur la ville. Dans mes ateliers sociolinguistiques, j'utilise le renouvellement comme un outil linguistique. Et donc du coup, tout au long des séances, on peut travailler sur des axes, on peut travailler sur ce qu'est un renouvellement, on peut travailler sur ce qu'est être citoyen dans la cité, mais la cité, voilà, comment on est engagé citoyennement si une personne a envie de développer une association, elle a envie de développer des choses autour de la GUP avec l'antenne. Ça, je l'ai beaucoup fait, ça marche très très bien. Là, en l'occurrence, comme c'est l'ANRU, donc je me sers de l'ANRU depuis 2 ans pour pouvoir leur expliquer que l'ANRU, c'est l'Agence nationale de rénovation urbaine, que leur quartier va complètement changer de visage, qui va complètement être métamorphosé. Et du coup, donc je prends des cartes, je prends des travaux, enfin des cartes de travaux, je fais venir les personnes qui vont être les chefs de projet, et donc on fait le tour du quartier ensemble, et du coup ils s'approprient nos outils.
Et je fais pareil pour le renouvellement. Voilà, donc pour le renouvellement, je leur explique que si on a pu faire un week-end ensemble à Saint-Malo, c'est parce que on a développé l'axe de les vacances pour tous et le bien-être. Pour moi, le renouvellement du projet social, il arrive à point nommé. Parce qu'on va construire avec les habitants les nouveaux axes. Mais aujourd'hui, ces axes, elles prennent un autre ton, puisqu'on a le coronavirus qui est passé et qui est toujours présent. Et du coup, c'est se dire comment on renouvelle un projet social quand on a des habitants qui ont été aussi impactés, aussi fragilisés. Donc l'idée de revenir sur la vidéo, c'est aussi de se dire comment finalement on peut égayer cet espace de travail, parce que ça reste aussi un espace de travail et de construction. Une des premières choses qu'on a décidé de mettre en place avec l'équipe, c'est des groupes de parole. Parce qu'il était juste inenvisageable de repartir à 100% sur des actions, sur du projet, sans poser des mots sur ce que les uns et les autres ont vécu. Et c'est ce qu'on a fait. Et du coup, il y a des retours bouleversants d'hommes et de femmes, d'enfants qui mettent des mots sur leur confinement, leur vision du coronavirus. Et je trouve qu'un centre social, c'est génial pour ça, parce que ça laisse des espaces où les gens peuvent déposer des choses. Donc le renouvellement du projet social, c'est aussi ça. C'est aussi de se dire que, effectivement, peut-être qu'il va falloir qu'il y ait des acteurs qui n'étaient pas présents sur ces espaces-là, qu'il va falloir convaincre de venir, parce qu'il y a des enjeux très importants qui sont en train de se passer. Et qu'on a énormément de personnes qui ont basculé de la vie modeste à de la pauvreté. Et donc ça, c'est le quotidien aussi du centre social. Parce que par exemple, là, pour venir à cette réunion, vous avez appelé, mais vous avez appelé les gens dont vous aviez les numéros, et les gens que vous ne connaissez pas, du coup, eux, ils n'ont aucun accès à aucune information. Donc, vous servez des numéros que vous avez, parce que voilà, nous, on est déjà venus au centre social une fois, vous avez nos numéros, mais les gens qui ne sont pas venus au centre social, non, mais c'est un vrai travail qu'on cherche à mettre en place aussi. C'est le lien entre les centres sociaux et les écoles du quartier. Mais ça, après c'est selon les directeurs d'école. Il y en a qui sont plus ouverts que d'autres. Et là après, les directeurs, c'est pas des agents municipaux, donc du coup c'est plus facile de faire passer des informations par le biais de l'école. Sans eux, il n'y a pas de projet social, pour la simple et bonne raison que nous, professionnels, on va être sur l'apport technique, la théorie, mais cette parole-là des habitants, et l'essence même déjà de notre travail, de cette structure, mais de ce projet social. C'est chez eux, c'est leur centre social, ce n'est pas le nôtre, nous c'est notre lieu de travail, on est là de telle heure à telle heure, mais eux vivent ici. Et donc leur vision, leur regard, leurs besoins, on peut pas en trouver d'autres plus justes en fait que les leurs. Et voilà, comme je disais, nous on est là en soutien en fait, on vous écoute. On va le rédiger. Ok, c'est ça qu'il vous faut. Ok, on y va. Donc pour moi, en fait, sans eux, il n'y a rien. Il n'y a ni centre social, ni projet social finalement. Ils vont avoir ce rôle moteur et puis ils vont même être garants par esprit de solidarité ou de responsabilité. À partir du moment où ils rédigent quelque chose, où ils prennent part de la chose, ils vont se sentir responsables parce qu'on a la chance d'avoir des habitants qui ont compris le truc, qui savent que c'est leur maison de quartier et ils vont défendre les valeurs et les porter, et quitte aussi à réorienter ces valeurs quand il va être nécessaire selon une période précise ou pas. La Toul Pharmacie, ils se retrouvent tous quand même à Rony. Ah oui, pour aussi à Rony, il y a plus de choix. Ils ont plus de choix. Ah, donc en fait, vous êtes en train de me dire que la pharmacie de la place, elle n'a pas de stock. Elle n'a pas de stock. Vous payez 6 € les Doliprane. 6 € par carte bleue, parce que si on n'a pas d'espèces sur nous, j'ai dépensé 6 € et des fois, quand on veut plus vite. Le paiement par carte bancaire minimum. Ouais, c'est ça. 6 €. Il n'y a pas de banque. Si je veux quelque chose qui coûte moins de 6 € et que j'ai pas d'espèces, et comme j'ai pas de distributeur au Mourillon, voilà, c'est ça. Je suis mal. Donc je suis obligée de me faire ma carte bancaire. Donc tu dis que le fait de payer, de devoir payer à la pharmacie avec la carte bancaire 6 €, à partir de 6 €, oblige les personnes à sortir de l'espèce qu'ils n'ont pas, parce qu'il n'y a pas de distributeur. L'idée, c'était qu'ensemble, on puisse poser une photographie des priorités pour le quartier à moyen et à long terme. Donc tout le travail qui a été amorcé
avec les habitants lors du conseil le conseil de maison, c'était de permettre aux habitants de dire sur différentes thématiques quelles étaient les évolutions positives et négatives et quelles seraient les perspectives sur lesquelles ils aimeraient bien que le centre social puisse poser des axes prioritaires. Donc effectivement, on a des axes là qui se dégagent, notamment la question de la santé, sur la question de l'hygiène alimentaire. Donc l'idée aussi, c'est de créer des espaces où les habitants vont pouvoir aussi poser ce constat-là et charge maintenant à cette équipe au travail de pouvoir le poser en objectif de travail et de pouvoir tisser aussi des liens avec des partenaires pour que le droit commun puisse arriver sur ces territoires et qu'ensemble on puisse éveiller aussi les esprits des habitants pour une meilleure hygiène de vie. Le Covid pour moi c'est aussi un signal fort. Il a été beaucoup plus virulent sur les personnes en surpoids, les personnes en grande fragilité au niveau de la santé. Donc l'idée, c'est vraiment à tous les niveaux, au niveau de tous les âges, de travailler sur la question de la santé. Pour moi, la priorité suite au confinement, c'est vraiment la lutte contre l'isolement et contre le repli. Ça passe par toutes les activités de lien social. Ça, c'est vraiment une chose qu'on a constaté. Les gens ont du mal sur le quartier, pour certains, à se déconfiner. Donc voilà, et notamment pour les seniors, pour qui le confinement a été vraiment, au-delà d'un isolement, presque un enfermement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'après ces mois de confinement, on avait des seniors qui avaient énormément baissé, qui ont beaucoup plus de mal à marcher, beaucoup plus de perte de mémoire. Voilà, en fait, tout ce qui était progressif et latent, c'est amplifié avec le confinement. Et voilà, notamment là, du sport, de l'activité physique aussi pour remarcher, pour ressortir. Donc le volet santé dans tous les sens du terme. J'ai hâte d'entendre le fruit de vos réflexions. Je crois que Mireille Duchat est arrivée. Avez-vous un accès aux soins faciles? En soi, oui. On a accès à 4 généralistes au Morillon, mais on aimerait avoir plus de spécialistes comme des radiologues, des psychologues, puisqu'il n'y en a pas assez et qu'on doit se déplacer jusqu'au centre-ville, à Croix-de-Chavaux, qui est assez loin d'ici. Et quels sont les atouts? Les atouts, on a remarqué qu'il y avait vraiment très peu d'atouts au Morillon, qu'on avait juste accès à 4 généralistes et c'est tout. Et quelles seraient les propositions pour que ça change? Nous, on aimerait juste avoir plus de spécialistes, plus de personnes vers qui se tourner pour pouvoir se soigner sans se déplacer loin, vers les villes limitrophes, du genre Fontenay ou Rosny-sous-Bois. Sans la santé, on ne peut strictement rien faire. Et je crois qu'on a tendance à l'avoir oublié. Et on s'est peut-être laissé submerger sur d'autres aspects de la vie. Des choses finalement importantes, mais non essentielles. Et quand on voit ce qu'on a traversé, quand on voit les conséquences, et quand je parle de santé, c'est la santé physique, morale, voilà, c'est vraiment tout l'aspect de la santé. Je pense qu'il faut qu'on se rappelle des bases de la vie, de la chose numéro 1, et vraiment s'en saisir, et faire en sorte que la situation particulière déjà que tout Français, et au final tout habitant du monde a vécu, cette situation-là, elle a été parfois et peut-être plus difficile aussi pour des habitants de quartiers populaires. Donc à nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence plus de cette grosse difficulté? Comment on peut pallier à ça? Et ça, c'est quelque chose qu'on tend tous en fait à oublier. La santé, on va être sur le travail, l'argent, etc. Et la santé, qu'en est-il? Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va retrouver, je pense, dans notre projet social, cet aspect-là. Et surtout la santé morale aussi, parce qu'un quartier qui va bien, c'est des gens qui vont bien, qui se sentent bien. Pour le quartier, ça a été une période assez compliquée, parce que les gens étaient partagés entre la peur et les règles sanitaires très strictes. Donc pour l'équipe du centre social, ça a été aussi un exercice assez périlleux de garder le contact avec les habitants. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on a réussi à tenir, en tout cas sur ces 3 mois-là. On a été aussi ravis de retrouver les habitants, retrouver notre espace de travail. La priorité pour cette équipe, c'était de se dire que ce qui s'est passé, c'est pas rien. On ne peut pas reprendre une vie normale après un passage de confinement. Donc on a énormément travaillé sur la résilience organisationnelle. La résilience organisationnelle, c'est le principe de se dire qu'on avait une vie avant, il s'est passé une catastrophe, donc un choc, quelque chose qui est venu perturber un fonctionnement, une vie.
dans l'idée de se dire comment on construit l'avenir. Si je vous dis solidarité dans le quartier, ça vous fait penser à quoi ? Ça me fait penser à la mixité ethnique qu'il y a dans le quartier. Il y a beaucoup d'échanges culturels entre les personnes. Il y a beaucoup de sorties organisées qui rassemblent beaucoup les gens du quartier. Et l'été, il y a une place très vivante avec beaucoup d'enfants et beaucoup de personnes qui se retrouvent pour discuter. Est-ce qu'il y a des manques ? Alors, les manques, c'est qu'il y a une inégalité d'activité dans les différents endroits du quartier. Certains se sentent isolés. Il y a peu de mixité ethnique parce qu'il y a beaucoup de femmes qui s'isolent des autres femmes. Et il n'y a pas beaucoup de lieux d'échange et de convivialité. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remédier à ça ? Alors, on propose plus de maisons de quartier, plus de lieux de rencontre, style salle polyvalente, installation d'un marché, et beaucoup plus de communication pour les gens qui vivent dans le quartier. L'idée, c'est comment chacun apprend de l'autre. Apprendre de l'autre, c'est aussi se mettre un peu en difficulté pour comprendre quel est l'état d'esprit, l'environnement, les réflexions de chacun. Culturellement, chacun a une histoire. Le centre social est un lieu où chacun peut raconter son histoire. Et pour moi, ça reste un espace important où chacun peut exister comme il souhaite exister. La culture, pour moi, c'est aussi un lieu d'expression. Donc, c'est une fois de plus un espace où les gens peuvent s'exprimer de la façon dont ils le souhaitent. Et du coup, ça permet aussi aux personnes de s'évader le temps d'un instant, d'une heure, de 2 heures. Vous savez, généralement, les habitants ils viennent nous voir parce qu'ils attendent de leurs enfants le meilleur. Chaque parent souhaite que son enfant réussisse sa vie scolaire. Et ça, je peux le comprendre. Avez-vous grandi ici ? Oui. Êtes-vous satisfaite des infrastructures dont vous avez bénéficié ? Oui, du centre social, je suis très très satisfaite. Est-ce que vous jouiez souvent dehors ? Oui. Il y a beaucoup de parcs, il n'y a pas beaucoup de parcs adaptés aux petits. Enfin, il y en a beaucoup, mais ils sont abîmés et ils ne les rénovent pas souvent. Du coup, avec ce qu'on a fait là-bas, on a dit qu'il fallait qu'ils mettent plus de jeux, avec plus de toboggans, avec plus de crèches pour les bébés. L'accompagnement à la scolarité aussi, pour les jeunes, parce qu'il y en a, mais que pour ceux qui sont en primaire et pas pour les collégiens et les lycéens. Du coup, après l'école, ils restent dehors et c'est pas très bien pour eux. Et est-ce qu'il y a des points positifs ? Alors, les points positifs, je n'ai pas pris en fait beaucoup, à part l'accompagnement à la scolarité. On a dit que les équipements, les services et les aménagements, ils sont mieux en ville que dans les quartiers. Ça veut dire qu'à la mairie de Montreuil, la bibliothèque, elle est mieux que celle du Morillon. Et du coup, il faudrait améliorer ça pour que ça soit partout pareil. Depuis plusieurs années, au centre social, on fait de la médiation culturelle. On travaille avec des partenaires pour accompagner les publics dans les musées. Des publics qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer, les moyens financiers de payer l'entrée au musée et qui n'ont pas la culture du musée. Donc ils ont l'impression que c'est pas pour eux, qu'ils vont y aller sans rien comprendre. Donc tout l'intérêt de travailler avec des médiateurs culturels qui permettent un accès à certains équipements comme les musées nationaux. Voilà le genre de projet qu'on est amené à mettre en place. Et c'est très important parce que en développant la culture, on aide les enfants sur la réussite scolaire. Et donc on fait beaucoup de sorties parents-enfants sur des questions culturelles pour avoir un souvenir commun de quelque chose qu'ils ont découvert ensemble. Là où les cultures, c'est beau parce que c'est différent selon la plume qu'on a, selon la sensibilité qu'on a. Et du coup, le centre social, c'est aussi ça qu'on salue. C'est qu'en chaque personne, il y a quelque chose de beau. Et du coup, à travers une expo, on va aller chercher le meilleur. On va aller chercher la sensibilité de la personne. À travers les cultures, on va aller chercher l'histoire de chacun. Et du coup, c'est des barrières, généralement, qu'on franchit peu ou pas. On est sur un territoire où effectivement les gens, on est plutôt sur des publics modestes et du coup quand on parle de culture, on va aller chercher le meilleur de chacun. Et là, il n'y a pas de portefeuille, il n'y a pas de classe sociale. Chacun, selon son histoire, va porter une culture. Charge à chacun de déposer la culture qu'il a envie. Alors quels sont les atouts de votre quartier ? Nous avons des écrivains publics
qui aide tous les parents qui ont besoin d'aide pour remplir des dossiers ou autres. Et on a aussi l'accueil qui aide par exemple tout aussi à remplir aussi des dossiers ou quoi que ce soit comme ça. Ou sinon à aider à regarder par exemple s'ils ont besoin d'aide dans des sites internet. On a aussi des postes d'ordinateur et imprimantes pour tout le monde. Si par exemple vous avez des dossiers à imprimer ou quoi que ce soit, vous pouvez demander et ils pourront vous aider à les imprimer. Est-ce que vous avez constaté des manques? Oui, dans les personnes qui habitent plus loin que le centre social, parce que le centre social est placé aux places Morion. Du coup, les personnes par exemple rue Colly ou un peu plus loin, ils n'ont pas toutes les informations. Du coup, il y a un manque de communication. Il y a aussi des dossiers à la mairie annexe qu'on ne peut pas se procurer et qu'on doit aller à la mairie de Montreuil, alors qu'il y a une mairie ici. Donc parfois c'est un peu dérangeant d'aller assez loin pour des dossiers. Et qu'est-ce que vous proposez pour que ça change? Pour le manque de communication, je pense plutôt à des affiches ou récupérer plus de numéros de téléphone pour informer plus de personnes, donner toutes les informations que les personnes ont besoin ou quoi que ce soit, comme Instagram, Snapchat ou bien juste un site internet. Alors là, ce qui est important de dire par rapport à la culture, par exemple par rapport avec Pinocchio, c'est que quand on a proposé donc ce spectacle tournage, ce qui était formidable, c'est que d'une, ils ont été sensibilisés à ce que c'est qu'un tournage. Je ne pense pas que tous les jours de la vie, et tout le monde peut et a accès à avoir ce que c'est qu'un tournage en soi. Et en plus, ils ont été acteurs dans ce tournage. Et suite à cette histoire pour Pinocchio, maintenant tout le monde recherche la vraie version, la version des anthropologues de Pinocchio. Ça nous renvoie quand même à l'imaginaire, à l'inconscient collectif, et c'est toujours très agréable de parler de notre inconscient collectif à tous et de pouvoir y inviter tous ceux qui ne le connaissent pas. Donc la culture, pour moi, elle est fondamentale, surtout que j'utilise la culture pour apprendre le français aux personnes. Donc très très riche. Est-ce que le docteur peut me transformer en vrai garçon? Non. Là, il est mal barré, le docteur. Si, c'est possible, mais là, le chemin est long et coûteux. Et très... Mes meilleurs amis sont un chat et un renard. Et je déteste le crayon. D'accord. Et pourquoi vous détestez les crayons? Ils font beaucoup de bruit. C'est bien, c'est reposant. Je vais réfléchir. D'accord. Pourquoi j'ai fait appel à une compagnie de théâtre? Pour moi, ça fait aussi preuve de l'innovation. L'idée, c'était de sortir d'un renouvellement un peu classique, où on réunit les habitants dans un espace clos, où on pose différents diagnostics. L'idée, c'était vraiment que les habitants soient acteurs. Et quand moi, je réfléchis le mot acteur, je me dis, c'est pas juste participer, c'est comment finalement les habitants jouent, prennent la place, endossent le rôle d'acteur sur leur quartier. Donc l'idée, c'était vraiment de se dire sur un instant précis, être acteur, c'est jouer un rôle sur son quartier, mais être acteur, le métier d'acteur, c'est sous toute une compétence et tout un savoir-faire. Donc l'idée, c'était vraiment de faire le lien sur le mot acteur, donc de faire jouer les habitants en tant qu'acteurs, mais aussi de leur dire, vous êtes les acteurs et vous, aujourd'hui, vous avez la clé sur ce qui va se produire à moyen et à long terme sur le territoire. Donc voilà, c'est vraiment prendre le mot acteur sur deux portes d'entrée, sur la sphère culturelle, mais aussi acteur sur un territoire, dans un quartier, et comment on arrive en tout cas à poser des bases qui vont permettre à une équipe, à des bénévoles, aux habitants eux-mêmes de pouvoir porter des actions sur le territoire. Quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras grand? Footballeur. Footballeur? Oh. Qu'est-ce que tu as retenu sur les améliorations à faire pour le quartier?
Alors, on a demandé de faire une discothèque pour enfants, un cinéma, un centre commercial. On voudrait bien 10 balançoires et 3 tourniquets. On a demandé aussi un ophtalmo, plus de dentistes. Toi, c'est ce que tu aimerais? Oui. Et aussi rajouter un grand toboggan. Où ça? En plein milieu du quartier. Ouais. Et dans ton école, est-ce qu'il faudrait rajouter des choses? Oui, plus de jeux dans la récréation, parce qu'on n'a que un terrain de foot dessiné par terre. On a juste ça et c'est ennuyeux. En toute objectivité, même si je suis coordinatrice jeunesse, je pense que le rôle des jeunes est très particulier. Le monde leur appartient, il ne nous appartient plus, mais c'est à eux de faire bouger les choses pour eux demain. Demain, c'est à eux. Nous, ça y est, on a notre travail, on a notre train-train, mais c'est à eux de s'en saisir. Et le problème, c'est qu'on est dans une société où on a parfois peur d'eux. Leur parole n'est pas prise en compte, leur parole est ridiculisée, mal comprise, alors que c'est à eux, en fait, finalement, de nous enseigner des choses. Parce que eux se saisissent mieux de ce qui est en train de se passer actuellement. Nous, on est reposés sur nos habitudes, notre petit confort. Et je pense que c'est essentiel, et de par la vidéo, pour montrer à d'autres qu'il y a des jeunes qui se présentent face à une caméra, qui parlent, qui prennent parole. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et nous, en tant que maison de quartier, c'est leur dire on vous voit. Vous êtes important pour nous. On va vous écouter et vous allez nous apprendre. Et c'est aussi un enjeu particulier dans notre structure et dans notre métier, parce que c'est à double tranchant un jeune. Un jeune, c'est tout. On n'a rien à lui apprendre. On n'a rien à lui apprendre. Et si il sait qu'on n'a pas tenu notre engagement derrière, on le perd. Et pour moi, c'est important de marquer les engagements de chaque jeune, les valoriser de par la vidéo, des écrits. C'est essentiel parce que voilà, encore une fois, le monde leur appartient. Merci à tous d'avoir été acteurs de votre quartier. Merci pour vos réflexions, vos propositions. Et maintenant, un petit mot pour conclure, s'il vous plaît. Alors moi, je voulais juste remercier les habitants. C'est un bonheur et un plaisir pour nous d'être là aujourd'hui et d'avoir pu échanger avec vous sur les différentes thématiques. Pour moi, l'éducation populaire, c'est aussi ça, c'est de créer des espaces et des moments où chaque habitant devient un vrai acteur du changement sur son territoire. Donc merci aux habitantes et aux habitants. Merci d'être ce que vous êtes. Donc continuez vraiment à rêver et à bousculer les lignes pour que le droit pour vos enfants et vos droits soient reconnus et entendus. En tout cas, nous, le centre social, notre travail, c'est de vous accompagner au quotidien. Et vraiment, je vous certifie que vous avez une équipe volontaire et dynamique pour vous accompagner en ce sens-là. Donc moi, je tenais à remercier tous nos porte-paroles qui ont fait un travail extraordinaire. Donc les porte-paroles. Et puis après, moi, il me paraît aussi important, donc là on parle beaucoup de la directrice, mais une directrice seule, en fait, c'est pas très marrant. Donc moi, je voudrais aussi que l'équipe du centre social se joigne à nous. Donc l'équipe du centre social. L'équipe du centre social. Et je voulais aussi remercier la Fédération des centres sociaux du 93. Donc on a pu aujourd'hui être accompagné par Edwige qui est chargée de mission communication. Donc j'aimerais bien qu'elle se joigne à nous, Edwige. Et puis pour moi le plus important c'est aussi d'avoir des habitants et des habitantes conscients que être acteur c'est aussi être dans le mouvement qui va changer des choses. Donc voilà, pour toutes ces femmes fortes et ces messieurs forts, venez avec nous pour qu'ensemble nous puissions bousculer des lignes. Merci Galtidia pour ce mot de la fin, merci. Voilà, faut pas trop me demander de... Je dois partir? Pardon, je suis indisciplinée. Hein? Faut recommencer? Ah non, je serais incapable de faire la même chose. Pas possible. Mais c'est belle, elle est belle cette photo de famille là. Non mais c'est très bien sans moi. Viens, Khadija. On fait la photo. Khadija, mais à la...
Pour les questions du centre social, cette photo elle va apparaître. Serrez-vous, serrez-vous. Et attends, on fait une grimace. 1, 2, 3, c'est une grimace. 1, 2, 3, grimace.